le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce énième numéro de la page internationale au Grand Journal du 14h depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Erlich Dorelas pour la présentation. Jacques Maël pour présenter ce Grand Journal. Journal François et Smith Jean-Julien Robans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM. À Jacques Maël, diction. La Russie continue de renforcer sa présence militaire aux frontières avec l'Ukraine, a déclaré mercredi le secrétaire général de l'OTAN. Il constate à ce stade aucun signe de désescalade malgré les déclarations de Moscou. Voici un reportage signé Euronews. Des camions militaires russes qui traversent le pont reliant la Crimée à la Russie. Moscou, qui diffuse ces images, affirme que ces exercices sont terminés dans la péninsule annexée au sud de l'Ukraine et qu'une partie de ces soldats rentrent dans leur garnison. Les Occidentaux aimeraient y voir un premier signe de détente, mais les États-Unis, comme l'OTAN, affirment au contraire que le Kremlin continue d'acheminer des troupes aux portes de l'Ukraine. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu de désescalade sur le terrain. Au contraire, il semble que la Russie poursuive son renforcement militaire et nous n'avons pas reçu de réponse à un document écrit ou à des propositions écrites que nous avons envoyées à la Russie le 26 janvier. Ces documents décrivaient les sujets et les points sur lesquels les alliés de l'OTAN sont prêts à discuter avec la Russie pour essayer de trouver une voie politique à suivre. Mais en cas d'attaque de la Russie, des sanctions économiques massives seront appliquées. L'exécutif européen appelle Moscou à prendre des mesures concrètes pour faire baisser les tensions et assure ne pas craindre qu'elle coupe le robinet du gaz. Nous avons au cours des dernières semaines examiné tous les scénarios de perturbations possibles au cas où la Russie déciderait d'interrompre partiellement ou totalement l'approvisionnement en gaz de l'Union européenne. Et je peux dire aujourd'hui que nos modèles montrent, avec toutes les mesures que nous avons prises, que nous sommes désormais en sécurité pour cet hiver. Un drapeau ukrainien géant déployé dans le stade de Kiev. Face à la menace d'une invasion russe, l'Ukraine célèbre ce mercredi une journée de l'unité à la demande de son président. Volodymyr Zelensky, en déplacement à Mariupol, dernière grande ville de l'Est contrôlée par Kiev, est considéré parmi les plus menacés. Le retrait des troupes françaises au Mali, alors que Paris prépare le retrait de ses forces du Mali avec les partenaires européens et africains. Les États-Unis sont aussi représentés à l'Elysée lors des premiers échanges stratégiques. Les Américains sont un acteur de premier plan de la région du Sahel pour lutter contre les djihadistes. Voici un décryptage de l'envoyé spécial de France 24, Mathieu Mabin à Washington. Mission à laquelle participent pleinement les Américains. D'ailleurs, ils seront représentés ce soir à l'Elysée. Bonjour Mathieu Mabin, vous êtes à Washington. Les Américains sont alignés sur les positions françaises. Oui, on peut même parler d'une convergence de vues totale entre la Maison-Blanche et l'Élysée, entre le département d'État et le Quai d'Orsay, pour être plus précis. Mais je dirais que cela n'est pas nouveau, puisqu'il ne faut pas oublier que les États-Unis sont un acteur de premier plan dans la région, notamment dans le soutien offert par le Pentagone aux armées du G5 et à l'opération Barkhane, ce dont le Mali bénéficiait évidemment jusqu'à aujourd'hui. On évalue à plus de 50% le renseignement d'origine américaine dans la conduite des opérations de lutte contre les groupes djihadistes au Mali et dans les pays limitrophes d'ailleurs, ce qui est extrêmement concret. Souvenez-vous, durant la mandature de Donald Trump, il avait été question pour le Pentagone d'alléger cette contribution pourtant absolument cruciale pour la coalition anti-djihadiste. L'idée avait été assez rapidement abandonnée et l'ancien président américain s'était déjà aligné sur la vision stratégique française au Sahel. Mais depuis l'arrivée de Joe Biden, non seulement cette posture américaine ne s'est pas affaiblie,
mais elle s'est même renforcée puisque AFRICOM, le commandement militaire américain en Afrique, considère la lutte contre les groupes djihadistes comme une priorité, bien sûr, mais également parce qu'il n'est pas question pour Washington d'encourager une quelconque forme de développement de l'influence russe, cette fois au Sahel. Dès le second coup d'État au Mali, d'ailleurs, l'aide financière américaine directe à Bamako s'est arrêtée. Et dès lors que les Français et les Européens quittent le pays, il ne faut pas imaginer un instant un quelconque espoir de rétablissement de ces aides. Ça ne vous aura pas échappé, dans le contexte international actuel, le choix de la junte d'afficher sa connivence, ne serait-ce que partielle avec Moscou, place de facto Bamako, non pas dans le camp des ennemis de l'Amérique, le mot serait un petit peu fort, mais en tout cas certainement pas dans le camp de ses partenaires régionaux. Dès les prochaines semaines et les prochains mois, donc, le Mali va devoir s'habituer à faire sans les Français, sans la majorité de ses partenaires africains, qui eux aussi sont dépendants de l'aide américaine, sans les Européens évidemment, et on l'a dit donc, sans les Américains. Et donc les conséquences, Mathieu, vont être désastreuses pour le Mali ? Bien, les conséquences sont multiples déjà. Celles qui seront le plus visibles dans les prochains mois, c'est un risque important d'une dégradation du climat sécuritaire rapide dans la moitié nord au moins du Mali, puisque la coalition anti-djihadiste concentrera ses efforts sur les pays limitrophes, comme ça a déjà commencé. Mais les conséquences seront également économiques pour le pays. Vous imaginez bien que les quelques coopérants russes renforcés ou non par des sociétés militaires privées telles que Wagner, dont on parle beaucoup, ne vont pas obtenir de résultats là où l'opération Barkhane a déjà eu du fil à retordre. Ensuite, il n'a pas échappé aux Américains non plus que l'expérience russe en Centrafrique, émaillée d'exactions et d'une dégradation de la situation sécuritaire, là aussi, annonce le scénario qui finalement attend le Mali. En clair, Bamako, et selon la vision américaine, choisir le camp des Russes revient à tourner le dos à l'Amérique et à la presque totalité des partenaires actuels du Mali. Et même si la diplomatie américaine ne s'exprime qu'assez peu sur le sujet, les conséquences sur la vie quotidienne des Maliens, sur leur sécurité et encore une fois sur l'économie du pays ne tarderont plus à se faire sentir et probablement cruellement. Merci Mathieu Mabin depuis Washington. Direction le Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi mercredi, président par le Conseil constitutionnel. Voici un reportage signé Africa News. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a été investi ce mercredi président par le Conseil constitutionnel burkinabé, 3 semaines après le coup d'État qu'il a porté au pouvoir. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution, l'acte fondamental et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Je donne acte de votre serment. Ces moments difficiles doivent constituer pour nous, peuple burkinabé, un marchepied pour nous élever vers de meilleurs horizons. Pour y arriver, il nous faut prendre collectivement conscience des efforts et des sacrifices à consentir. Au cours de son discours, le nouveau président a présenté les objectifs du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Elle est plutôt un projet de transformation positive profonde qui consiste à revenir aux fondamentaux, retrouver nos valeurs et les replacer au centre de toutes nos actions. Voici ce qui me semble en être la base. Loin des grandes théories, il s'agit d'intégrer dans nos comportements de tous les jours, quelles que soient nos origines, notre métier, nos responsabilités ou notre réalité sociale, la valeur d'intégrité dont notre pays porte le nom. En mémoire aux victimes des attaques djihadistes qui minent le pays depuis 2015, une minute de silence a été observée lors de la cérémonie. Direction le pays du soleil levant, le Japon. Des habitants de Fukushima font entendre leur colère. Ils s'opposent au projet très controversé de rejet d'eau radioactive dans l'océan. Les eaux qui viennent de la centrale partiellement détruite en 2011. Voici un reportage signé TV5 Monde. Près de 12 ans après la catastrophe,
Le littoral aux alentours de la centrale semble avoir retrouvé un aspect paisible. Les plages offrent même une impression de décor idyllique. Mais si l'on quitte le rivage, les traumatismes et la colère sont lisibles. La centrale est à l'arrêt, mais les réacteurs continuent d'être refroidis par 200 mètres cubes d'eau par jour. Le million de mètres cubes présent épuise l'espace de stockage. Ce projet de rejeter dans la mer l'eau traitée de la centrale, sans surprise, inquiète fortement la population locale. Je veux protéger la santé des jeunes et futures générations. Je ne veux pas que l'on déverse cette eau dans l'océan. Si de l'eau contaminée par le nucléaire est rejetée dans la mer, les gens pourront être affectés par la consommation de poissons ou autres fruits de mer. Nous n'avons pas obtenu d'informations claires sur ce plan de décharge. Sans informations claires, aucune déclaration du gouvernement ou de l'entreprise TEPCO ne pourra nous convaincre. On doit nous donner accès à cette information, nous pourrons alors porter un jugement éclairé. Ce jugement éclairé, c'est précisément ce que les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont venus chercher. Face à eux, les autorités locales et des employés de TEPCO, l'opérateur de la centrale. Cette semaine, nous allons examiner de près plusieurs éléments de ce plan de rejet. Nous étudierons la caractérisation radiologique de l'eau, les aspects de sécurité du processus, ainsi que l'évaluation de l'impact sur les personnes et l'environnement. Une semaine d'enquête pour un nouvel épisode dans l'histoire de Fukushima. Juste un épisode. Les travaux pour démanteler la centrale devraient durer 40 ans. Avant de fermer cette page internationale, dossier spécial pour aujourd'hui. La France a voté une résolution pour dénoncer le génocide à l'encontre des Ouïghours. Les équipes de C'est dans l'air sont allées à la rencontre de ces populations qui tentent ici même en Europe d'échapper à la répression chinoise. Voici un dossier spécial signé la 5 à l'émission C'est dans l'air. Il se fait appeler Monsieur Jiang et vit exilé quelque part en Europe. Pour des raisons de sécurité, il préfère cacher son identité, car même loin de la Chine, il se sait menacé. Pendant plusieurs mois, ce policier a travaillé au Xinjiang. Sa mission, arrêter et interroger les Ouïghours. On nous avait dit que les Ouïghours étaient radicalisés, des ennemis des autorités chinoises. Mais quand je suis arrivé au Xinjiang, je n'ai pas du tout constaté cela. Je tiens à expliquer que toutes ces arrestations se font en dehors des lois nationales chinoises. Les personnes sont innocentes et n'ont pas commis de crime. Les gens bien éduqués sont considérés comme les plus dangereux pour le gouvernement. Des intellectuels comme le président de l'université de médecine du Xinjiang ne sera certainement jamais libéré. Mannequins, professeurs, footballeurs, entre 1 et 3 millions de Ouïghours seraient emprisonnés. Ces dernières années, des camps d'internement sont sortis de terre. Un institut australien a cartographié 385 centres de rétention aux 4 coins du Xinjiang. Monsieur Jiang décrit la région comme un état policier où tout est permis. La police n'a aucune restriction. Ils torturent les gens d'innombrables façons. Les policiers doivent se plier aux ordres, ça veut dire aussi torturer. S'ils refusent, ils sont envoyés à leur tour au camp de rééducation. Quand j'étais au Xinjiang, il n'y avait que la 2G car les autorités ne veulent pas que les Ouïghours postent des informations sur les réseaux sociaux et en même temps la 2G permet de les surveiller. Le Parti communiste ne représente pas le peuple chinois, mais un régime brutal. Le parti n'accepte pas les critiques du peuple. Ce n'est pas un régime normal. Les autorités chinoises nient en bloc les accusations de ce policier et font tout pour réduire au silence les témoins et les rescapés. La traque des Ouïghours dépasse aujourd'hui les frontières de la Chine. Menaces sur les familles, demandes d'extradition et intimidation. Une fois, quelqu'un a toqué à ma porte. C'était le soir. Je tombe sur un Chinois qui se présente comme étudiant d'un institut. Il m'a alors sollicité pour remplir un formulaire. C'est ça la méthode chinoise. Gulbahar est réfugiée en France. Cette Kazakh d'origine ouïghour a passé plus d'1 an dans un camp du Xinjiang. À sa libération, elle s'exile un premier temps en Turquie, mais se sent vite menacée. En Turquie, un jour, j'étais au restaurant avec une amie. 3 Chinois nous suivaient. On nous a aidés à les esquiver en sortant par l'arrière du restaurant.
Plus tard, on a reçu un appel pour nous prévenir qu'ils nous cherchaient encore. J'étais en danger. C'est pour ça que je suis venue ici. Gulbahar est un corps meurtri. Torturé, violé. Cette Ouïghour est l'une des premières à avoir témoigné. Beaucoup de souffrance, de la colère aussi. Pour elle, la communauté internationale laisse faire. Les droits humains devraient être une priorité. Alors c'est vrai, les États-Unis imposent des sanctions, mais le génocide ouïghour continue. Ça fait 3 ans que je suis libre, mais les camps existent encore. Et on ne sait pas combien de Ouïghours sont encore vivants dans ces camps. Il faut absolument les libérer. Première étape symbolique en France, le 20 janvier dernier, l'Assemblée nationale a voté une résolution dénonçant le génocide des Ouïghours. C'est la fin de la page internationale au Grand Journal du 14h. Merci de l'avoir suivi. Production EdProd, réalisation Télé Beltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter cette page, Erlich Dorelas. Couleur du temps pour ce aujourd'hui. Boston, 41 degrés Fahrenheit, 5 degrés Celsius. Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Janelle, bonsoir Robin, bonsoir Smith, Jean-Julien, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna. Passez un excellent mercredi, accompagné de la radio. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.